Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte de la version 5 alpha de Bootstrap qui est sortie il y a quelques semaines au moment où je fais cette vidéo, donc c'est assez récent. Et c'est une version qui comporte quelques nouveautés, il n'y en a pas énormément mais c'est des changements qui sont assez importants. Donc c'était l'occasion de faire une vidéo découverte. J'ai pas vraiment préparé le sujet, j'ai pas encore eu le temps d'installer cette version et de l'essayer. Donc ça va être une découverte pour moi aussi. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder dans un premier temps quelles sont ces nouveautés. Et ensuite on va installer Bootstrap 5 et on va tester tout ça sur le navigateur. Alors pour commencer, deux liens qui sont intéressants à avoir. Le premier, c'est le lien vers le nouveau site et la nouvelle documentation de Bootstrap. Donc c'est v5.getbootstrap.com pour le nouveau site. Je vous le mettrai en description. Et le deuxième lien, c'est le lien vers l'article qu'ils ont posté sur leur blog qui annonce la sortie de cette nouvelle version. Donc ça date du 16 juin 2020. Et je vous invite à lire cet article parce qu'il détaille toutes les nouveautés et ils expliquent leur choix. Donc c'est assez intéressant à lire. Donc cet article, on va le garder de côté. On va s'en servir durant la vidéo. D'ailleurs, ce qu'on peut faire pour commencer, c'est le regarder rapidement. La première chose qu'ils disent, c'est que, ça c'est un changement qui est important, c'est qu'ils ont lâché le support pour Internet Explorer. Voilà, Internet Explorer, c'est un navigateur qui commence à être vieux et qui est lâché entre guillemets par Microsoft avec le nouveau Edge. Donc c'est plutôt une bonne chose de ne plus se coltiner le support pour Internet Explorer. Le deuxième gros changement, c'est jQuery qui n'est plus une dépendance de Bootstrap. On en avait besoin pour faire fonctionner les composants JavaScript, comme les carousels, les modals, les drop-downs. Et en fait, là, on n'en a plus besoin. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus ces composants JavaScript. En fait, ils y sont encore, ils fonctionnent exactement pareil. C'est juste qu'ils ont été réécrits avec du JavaScript natif. Donc on n'a plus besoin d'importer jQuery avec Bootstrap 5 pour faire fonctionner les composants JS. Donc ça c'est une très bonne chose parce que jQuery, même si c'est une super librairie, c'est une librairie qui est assez lourde et qui commence à être vieille. Donc c'est une bonne chose de pouvoir s'en séparer. Ensuite, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le site a un nouveau look, ils ont un nouveau logo, c'est super cool. Donc ça on passe. jQuery, on en a parlé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les variables CSS qui sont beaucoup plus présentes. Ça, on le verra quand on va ouvrir le fichier variable.scss. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment customiser cette version de Bootstrap. On perd pas de temps. Donc dans la V4, il y avait déjà les variables CSS, mais ils s'en servaient juste pour les couleurs et pour les fontes. Et là, on le verra, ils s'en servent absolument partout. Ensuite, une meilleure documentation pour la partie customisation, donc ça aussi c'est une bonne chose. Bootstrap 4, j'ai appris à le customiser en fait en fouillant dans les fichiers SCSS. Donc c'est un peu galère de s'y retrouver, surtout quand on a des variables qui appellent d'autres variables. Donc là pour le coup c'est une bonne chose d'avoir une partie documentation pour la partie personnalisation. Donc si on regarde dans options, donc ça c'est cool. Ils mettent les variables, leur valeur et la description. Donc ça c'est vraiment pratique. Ensuite, on a des nouvelles couleurs. Ok. J'ai l'impression, je ne sais pas si on avait ça dans la version 4, mais j'ai l'impression qu'on n'avait pas ça. Ou alors je me trompe. Des nouveaux formulaires, des formulaires mis à jour. Alors c'est ce que j'avais vu. Maintenant, les checkbox et les boutons radio ont un design CSS, alors que dans la V4, ils laissaient faire le navigateur faire le rendu. Ce qui fait que quand on utilisait les checkbox et les boutons radio, on avait un rendu pour Chrome et du coup un rendu différent pour Firefox ou Safari. Et là, on a vraiment un design CSS, donc on aura des checkbox et des boutons radio qui seront les mêmes partout. Et ça, je trouve ça très bien. Ils ont mis les petits switches, donc c'est un design différent pour les checkbox.
Et on a une API pour créer des classes utilities. Alors les utilities, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des variables qui vont en fait, entre guillemets, vous aider. Donc cette API, si jamais vous avez utilisé Tailwind, c'est quelque chose qui doit vous parler. C'est en fait une API qui va générer des classes pour vous. Alors si on prend dans la documentation un petit exemple avec le système de display, donc qui est bien rangé dans la partie utilities. Donc en fait on a des classes D avec un tiret, la valeur, et on peut aussi mettre le breakpoint. Donc si par exemple on veut mettre un display none, il va falloir mettre un D-none. Pour avoir un display inline block, donc c'est D-inline-block. Alors c'est peut-être pas un super exemple avec le display, mais on a la même chose avec les margins. Voilà, si je veux mettre un margin right à 3, alors 3 c'est 1 REM. J'ai juste à mettre un MR-3. Alors si c'est pas super clair, c'est pas grave, on va regarder ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais on a un exemple ici avec la largeur. Donc on cible la propriété CSS, on donne un nom à notre classe, on donne des valeurs. Donc là, si je mets ensuite, après avoir généré mes classes, si je mets un W-25, ça va me faire une width de 25%. Ensuite, on a la grille qui a été améliorée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau grid chair. Donc, c'est le XXL. Ok, très bien. Alors, je vais aller voir de suite à quoi ça correspond. Alors, on avait le XS, on avait le SM, le MD, le LG et le XL. Et maintenant, on a le XXL. Donc, c'est tout ce qui est au-dessus de 1400 pixels. Alors, on n'a pas le XS. Je crois que c'est depuis la version 4, en fait. Quand on met rien, c'est XS. Ou alors, on peut le préciser, je sais plus. Ensuite, on a la classe Gutter qui est remplacée par la classe G. Donc, c'est une classe qui est dans la catégorie Utilities. Donc, c'est le même système que les margins et les paddings. Vous mettez un G quelque chose. Et c'est une classe qui va vous permettre de spécifier une largeur pour vos gouttières, pour mettre de l'espace entre vos blocs. Et apparemment, ça se met sur la div qui comporte la classe row. Ok, on regardera ça aussi un petit peu plus tard. Form Layout Options qui ont été remplacés avec le nouveau système de grille. Ok, je ne sais pas de quoi il parle. Vertical Spacing Classes qui ont été ajoutés. Ok. Et les classes call qui ne sont plus en position relative par défaut. Donc les div class call qui étaient en position relative par défaut, c'est plus le cas maintenant. Ok. Alors, ça je l'ai lu aussi. Ici, ils expliquent qu'ils n'utilisent pas le système de grille CSS, donc CSS Grid. Voilà, ils disent qu'ils attendent encore un petit peu. Parce qu'en fait, le système de grille de Bootstrap, c'est un système qui fonctionne avec les flexbox. En fait, quand vous mettez une div class row, c'est comme si on mettait un display flex. Et avec les calls, on spécifie une largeur. Donc la grille de Bootstrap qui ne fonctionne pas encore avec CSS Grid, moi je trouve ça pas plus mal parce que personnellement, je connais pas trop CSS Grid, j'ai jamais trop eu le temps de regarder comment ça fonctionnait. Alors que les flexbox, je connais un petit peu mieux. Ok, donc leur site qui tourne avec Jekyll et Hugo, très bien, on s'en fiche un petit peu. Et ça, c'est ce qui devrait arriver un petit peu plus tard avec le off canvas, super. Ok, alors maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, ce qu'on peut faire, c'est installer Bootstrap 5. Donc, on va aller sur npm.
au niveau de Bootstrap, alors si vous faites un npm i de Bootstrap, vous allez installer la version 4 pour le moment. Alors si on regarde au niveau de l'onglet version, vous pouvez sélectionner la version 5 ici. Et vous avez la commande à taper. Alors je vais la récupérer. Je vais me mettre dans mon petit fichier HTML. Donc il n'y a rien dedans. J'ai juste fait le lien vers un fichier CSS qui n'existe pas. Et on va tout de suite dans le terminal faire un npm init-y. Comme ça on génère le fichier package.json. Et on va installer Bootstrap 5. Alors moi je vous recommande de l'installer avec un gestionnaire de paquets parce que au moins on va télécharger les fichiers SCSS et on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et surtout on va pouvoir le personnaliser. On va pouvoir personnaliser Bootstrap et utiliser cette API pour générer des classes. Parce que si vous prenez Bootstrap directement ici, on peut récupérer un lien qu'on a ici. Vous allez pouvoir utiliser les classes, les composants JS, mais vous n'allez pas pouvoir, customiser la librairie. Donc c'est un petit peu dommage. Ok, j'ai installé Bootstrap qui est dans le dossier Node Module, juste ici. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le dossier SCSS. Donc on a tous les petits fichiers qui sont là, c'est découpé en composants. Un fichier qui est intéressant, c'est le fichier variable. On va le laisser de côté. Et le fichier qu'on a besoin d'importer, c'est bootstrap.scss, qui en fait importe tous les autres fichiers. Alors on va l'importer dans un fichier SCSS à nous. Donc ça veut dire qu'on va devoir compiler du SCSS. Alors comme c'est une vidéo que je veux rendre disponible même aux débutants, déjà qu'on utilise un gestionnaire de paquets comme NPM, c'est un petit peu obscur quand on débute en intégration. Ce que je vous propose de faire, si vous ne savez pas trop comment compiler du SAS, il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez passer par Parcel.js que j'ai déjà utilisé sur la chaîne. Vous pouvez utiliser Gulp, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Sinon, si vous êtes sur VS Code, vous avez une extension qui s'appelle Live SAS Compiler, qui est juste là. Et vous avez juste à l'installer et ensuite vous aurez un petit bouton ici en bas, Watch SAS. Il vous suffit d'appuyer dessus et ça va compiler vos fichiers SCSS. J'aime bien vous montrer des manières différentes de faire. Donc je vais créer mon fichier à la racine au même niveau que mon fichier index.html. Je vais l'appeler style.scss. Et pour faire un petit test, je vais créer une variable que je vais appeler primaryColor. Je vais dire que ça correspond... Alors je vais utiliser un site que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. FlatUIColors. On va dire que primaryColor, c'est du turquoise. Et je vais dire que mon body, sa background color, c'est primaryColor. Alors une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à appuyer sur Watch SAS. Et il m'a généré mon fichier style.css. Alors moi je l'ai déjà linké, il est juste là. Hop, on actualise et on voit que ça fonctionne bien. Ok. Alors, je vais zoomer un petit peu sur mon inspecteur. Hop. Ensuite, j'ai besoin d'importer Bootstrap. On va enlever ça. Donc je vais faire un @import. Et je vais chercher dans mon dossier Node Module Bootstrap. Je vais dans le dossier SCSS et je vais chercher bootstrap.scss. Hop. Et rien qu'avec ça, j'ai l'import et j'ai la compilation qui n'a pas fonctionné. Ah, ça a mis un petit peu de temps. Voilà, ça a fonctionné. En même temps, c'est normal, c'est un gros fichier qui est pas si gros que ça en fait.
Il me semble que la librairie était beaucoup plus grosse que ça. 10 000 lignes. Ok. On va faire un petit test. On va créer une classe container. Et j'ai bien envie d'aller essayer les nouvelles checkbox et les boutons radio. Alors ce qui est bien avec la documentation, je ne sais plus si c'est comme ça sur la version 4. On va aller voir. J'ai pas l'impression, non. Sur la nouvelle documentation, on a une sorte de table des matières ici. Quand on est dans l'onglet Overview, donc là je suis dans Forms, Overview, j'ai accès en fait aux autres onglets à ce niveau-là. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc on va aller sur Checks et on va récupérer le code des checkbox. Et on va récupérer celui des boutons radio. Et celui des switches. On va regarder ce que ça donne. Alors j'ai pas sauvegardé. Hop. Ok, alors ça c'est vraiment cool. Alors si jamais ça vous intéresse, en fait ils n'ont pas fait ça avec du JavaScript, c'est une animation CSS et ils utilisent du SVG en image de fond. Ils détectent en fait le checked en CSS sur les inputs. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Alors je vais reprendre l'article et on va regarder ces variables. Donc au niveau du fichier variable.scss, donc on a toutes les variables ici qui sont déclarées. Et là je suis en train de chercher les variables CSS qui sont là. Si on regarde au niveau des tables, j'ai l'impression que dans le fichier variable, c'est beaucoup, on retrouve beaucoup les variables SCSS. Mais si on va par exemple dans un fichier composant, donc là je suis dans le fichier table, tout ce qui concerne les tableaux. Alors on voit qu'on a beaucoup plus de variables. On a les variables ici qui sont déclarées. Ok, bah c'est pas plus mal. Faut juste arriver à s'y retrouver et surtout ne pas éditer ce fichier. Si par exemple vous avez envie de changer une variable, je vais dire n'importe quoi. On a envie de changer la couleur primaire. La couleur primaire qui est ce bleu là. Alors je vais rajouter un petit bouton. On va mettre un H1. Ceci est une démo de Bootstrap 5. On va mettre un lien. Ceci est un bouton. Et on va lui mettre les classes btn et btn-primary. Donc là, on a le même bleu partout. On va dire qu'on a envie de changer cette couleur-là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ne surtout pas éditer ce fichier-là. Parce que si on cherche primary, on voit que la variable primary, elle fait appel à une autre variable qui est blue.
Et si on regarde, donc là on a toutes les variantes de bleu, on voit que blue en fait c'est cette couleur là. Donc surtout ne pas changer cette variable ici, même si ça va fonctionner. Le mieux c'est de laisser ce fichier comme ça, c'est de repérer où est cette couleur. Et c'est venir au niveau du fichier sur lequel on fait l'import, se mettre au-dessus et dire que primary c'est une autre couleur. Alors je vais me remettre sur Flat UI Colors. On va dire que c'est du orange. Hop. Voilà. Et là, on voit que ça fonctionne. Le bleu a été changé par du orange. Alors, ce que j'ai bien envie d'essayer aussi, c'est ces couleurs-là. Alors, c'est moi qui rêve ou c'était pas présent dans la version 4? Je vais aller voir ça. Ouais, il me semble pas que c'était présent. Ou alors j'ai jamais fait vraiment attention. J'ai un petit peu trop d'onglets ouverts. Alors j'ai l'impression que c'est dans la partie Customize, ces couleurs-là. Non, j'ai pas l'impression que c'était présent sur la version 4. Donc la palette de couleurs qui est là. Alors ça fonctionne pas avec, avec un système de classes. J'ai l'impression. Je les ai vus passer tout à l'heure, les couleurs. Elles sont là. Donc ça utilise en fait une fonction SAS que je connais pas du tout apparemment. Et à l'intérieur, il passe la couleur. On va tester ça. On va mettre le H1. Alors comme c'est pas des classes, on va mettre on va l'appeler heading-title. On va le cibler dans notre fichier. Et là du coup, il faut faire appel à des variables. Donc si je dis par exemple que color du title c'est blue, je vais avoir un titre bleu, normalement. Ouais, ça fonctionne. Et si je mets blue-100, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un titre de cette couleur-là. Ok. Donc on a une palette de couleurs qui est là, qui est présente, hein, c'est pratique. Ensuite, bah, rien ne vous empêche de l'étendre. Hein. Donc pareil, si ça c'était pas présent dans la version 4, ça ressemble à ce qu'on peut trouver sur Tailwind.
ou sur d'autres librairies qui ont fait ça avant, je sais pas. Ok, donc ça c'était pour les couleurs, sympa. Donc les formulaires on les a testés. Et on va regarder cette API là. Alors le mieux ce serait d'aller sur la documentation Utility API. Ok, donc apparemment on a un exemple, ça tombe bien parce que j'étais pas super inspiré. Sachant que dans Bootstrap vous avez déjà des classes qui font à peu près tout ce qu'on veut. On a les margins, on a les padding, on a les classes de display. Il me semble on a même les box shadow. Mais je crois pas qu'on ait opacity. Donc ça c'est plutôt un bon exemple. Alors juste pour prouver ce que je vais faire, si je mets la classe opacity-0 sur mon H1, ça ne va pas marcher parce que cette classe n'est pas prévue. Ou alors ils ont repris un exemple qui est déjà présent dans Bootstrap 5. Si je mets opacity-25, je devrais avoir une opacité de 0,25 sur mon titre. Ok, donc c'est pas le cas parce que cette classe n'existe pas. Ok. Donc ça peut être intéressant de créer des classes d'opacité pour pouvoir jouer avec l'opacité. On va pas s'embêter, on va reprendre leur exemple. Parce qu'il est assez parlant, je trouve. Alors en premier, on donne un nom à notre classe utility, opacity. Ensuite, property, on cible la propriété CSS, donc il faut que ce soit une propriété qui existe, hein, sinon ça va rien faire. Et ensuite les valeurs. Donc pareil, il faut que ce soit des valeurs qui correspondent à cette propriété. Si vous mettez, je sais pas moi, si au niveau de 100 on met une référence hexadécimale, ça va marcher parce que ça va générer la classe, mais ça ne va rien faire. En tout cas, ça ne va pas marcher en CSS. Voilà, opacité 1, c'est du CSS qui est valide. Et du coup, ce que ça va faire, ça va générer des classes qui vont s'appeler opacity parce que ça reprend le titre, le nom qu'on a donné ici, opacity. Ça rajoute automatiquement un tiret et ça colle les valeurs que vous mettez ici. Donc on a bien opacity 0, 25, 75 et 100. Avec les valeurs qui sont attribuées. Ok, du coup, comme j'ai mis ça ici, je peux laisser opacity. Je vais le remettre opacity 0. Donc là, je ne devrais pas avoir mon titre. Et on voit que ça fonctionne et on voit que opacity 0, ça fait un opacity 0 avec un important en plus. Donc c'est aussi simple que ça. Alors à quoi ça sert le class? J'ai vu qu'on pouvait mettre un class. Class O, donc ça c'est pour faire en sorte que ça ne prenne pas par défaut le nom que vous donnez ici. Et donc là, si on met classe O, les classes, ce sera O-0, etc. Et on peut ajouter la possibilité de mettre du responsive, donc des media queries, avec un responsive à true qu'on peut mettre
hop, juste ici. Et ça va générer des media queries avec les classes à la bootstrap qui vont bien. Et donc ça respecte en fait le système de breakpoints. Donc SM c'est tout ce qui est au-dessus minimum de 576. On a le MD, on a le LG, le XL et visiblement ils ne mettent pas le XXL. Donc j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris en compte le nouveau breakpoint. On va regarder, on va tester. On va mettre opacity-LG ou plutôt XL-0. Donc ça veut dire que mon titre va avoir une opacité de 0, donc il va être invisible seulement au-dessus des résolutions qui sont supérieures à 1200 pixels. Et on voit que c'est bien le cas. Donc là je suis en dessous de 1200 et dès que je passe au-dessus, on a une opacité de 0. Alors du coup je me demande si c'est juste un oubli de leur part dans la documentation, ou alors est-ce qu'on a bien le XXL? Et ouais, on a bien le XXL qui est présent, donc c'est juste un oubli de leur part à ce niveau-là. Mais on a bien le nouveau breakpoint qui est pris en compte dans cette API. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que on peut regarder d'autre? Alors la grille, le nouveau breakpoint, on en a parlé, on a vu que c'était au-dessus de 1400. Alors on a cette classe, la classe G. Je dois avouer que cette classe, je m'en suis jamais servi dans la version 4. Donc cette classe, on la met sur la div class row et on va aller tout de suite se servir de la doc. Alors c'est le même système que pour les paddings et les margins. Si vous mettez un GX, ça va cibler en fait. Alors si je dis pas de bêtises, le mieux c'est que je teste avant de dire quoi que ce soit. Je vais créer une div class row avec à l'intérieur un call 6 avec un h2 qui dit salut et ensuite un deuxième call 6. Donc ça veut dire largeur 50% parce que la grille de Bootstrap est divisée en 12 colonnes. Donc call 6 c'est la moitié, donc 50%. Et dans le H2, je vais mettre les gens. Ok. Donc on va inspecter ça. Donc petit rappel, la div class row, on en avait parlé dans la vidéo sur la grille de Bootstrap. La div class row, elle met un display flex. Ça veut dire que ces enfants directs sont automatiquement mis côte à côte. Donc c'est bien le cas. Et call 6, hein, ça fait bien une width de 50%. Alors du coup, ce que je voulais voir, c'est la classe G, par exemple, G-5. Alors c'est peut-être pas une bonne idée parce que là on le voit que au niveau des paddings, mais à l'intérieur de mes calls, je vais créer une div qui va avoir la classe bg-primary. Donc ça met une couleur de fond avec la couleur primaire. Donc notre couleur primaire à nous c'est du orange. Et dedans on va mettre nos h2 avec la classe text-white. Donc ça met un color en blanc.
Hop, je corrige la petite bêtise que j'ai fait là. Il y a un petit peu du mal là, mon éditeur. Hop là. Enfin, donc j'ai ma couleur de fond. Et si on regarde ma classe G-5, en fait, ça fait appel à une variable. Donc cette variable, c'est intéressant de regarder qu'est-ce que c'est. Alors en fait, cette classe, elle cible du coup les enfants, j'ai l'impression. Mais oui, parce que c'est eux qui ont du padding. Hop, je vais agrandir un petit peu ça. Ok, donc là on voit que on a la classe row et ce petit chevron avec l'étoile, ça veut dire que ça cible les enfants directs, ça cible tous les enfants directs. L'étoile ça veut dire tout et le petit chevron ça veut dire les enfants directs. Donc les enfants directs de la classe row c'est les deux div call6. Et ça dit que ces éléments, donc ces deux divs, elles doivent avoir un padding right qui fait appel à cette variable divisé par 2, ok, et un padding left qui fait appel à cette variable. Donc si vous ne savez pas ce que c'est ce calque, c'est une fonction CSS qui permet de faire un calcul. Donc ça dit tout simplement que la variable bs-gutter-x, on la divise par 2 en fait. Alors si on regarde cette variable, elle est là, c'est la x ici, et ça fait un 3 REM. Donc 3 REM divisé par 2. Donc je peux aussi mettre un GY. Donc là, ça va cibler le haut et le bas. C'est le même système que les margins et les paddings. Et on voit que ça met un margin top. Alors j'ai peut-être dit une bêtise, j'ai parlé de padding depuis tout à l'heure. Mais si je mets un GX... Alors non, j'ai pas dit une bêtise. C'est bien des paddings en fait. Donc là, mes enfants directs, ils ont un margin top avec cette variable. Et si on regarde cette variable, elle met un 0. Alors si je mets un GY de 5, on voit qu'elle est toujours à 0, mais elle est barrée et c'est celle-ci qui prend le dessus. C'est la classe que j'ai utilisée. Et ça correspond à 3 REM. Et si on regarde le call ici, on voit que c'est utilisé sur le margin top. Alors je comprends pas trop pourquoi mon margin ici il est fondu dans le bouton. Je vais tester de mettre ça dans un call 12. Donc call 12 largeur 100%. Et j'ai toujours le même souci. Alors si jamais je décide, hop, de remettre deux autres blocs. Ok, on a bien la marge ici. Donc là, je peux vraiment contrôler mes gouttières aussi bien sur les côtés ici et sur le dessus. Donc là, je peux tout à fait mettre par exemple un GX-1 pour avoir des gouttières assez fines. Et je peux mettre un GY-2 pour avoir un petit espace au-dessus de mes blocs.
Donc après, cette classe, elle fait le travail, elle fait le taf, mais après, rien ne vous empêche de l'étendre avec avec l'API qu'on a vu juste avant, hein. Et surtout, ne pas hésiter à regarder à quoi ça correspond en termes de valeur. Et du coup, ne pas hésiter à se servir de la documentation qui est là. Alors, ça dit qu'il faut utiliser le overflow hidden. Ça pourrait peut-être régler mon petit souci, on va voir. Non, c'est juste moi qui n'ai pas compris, ou alors c'est normal. Ok, je sais pas pourquoi j'ai ma marge qui est fondue dans le dessus. Je comprends pas. C'est pas grave. Ok, bah, il me semble qu'on a fait le tour de toutes les nouveautés. Quelque chose qu'on a vu dans les vidéos précédentes sur Bootstrap, mais je vous le remontre. Si jamais vous voulez customiser la grille, il y a énormément de variables à connaître. Mais de toute façon, on peut pas toutes les connaître. Mais une qui est intéressante, c'est grid. C'est grid-columns qui par défaut est à 12. Ce qui fait que vous avez un système de grille sur 12 colonnes. Et moi, j'aime bien travailler avec 24 colonnes. Ce qui fait que là, mes col 12, bah, c'est plus 100%, mon col 12, c'est 50%. Et mon 6 ici, c'est 25%. Donc un quart. Donc si on actualise, hop, j'ai mes 4 blocs qui rentrent sur une ligne. Et mon col 12 qui fait bien 50%. Donc ça, c'est une astuce à connaître hein, si vous voulez modifier la grille. C'est changer cette petite variable. Bon, je regarde rapidement pour regarder si j'ai rien oublié. Ne pas hésiter à se servir de cette nouvelle partie de la documentation. Je crois qu'elle existait déjà sur la V4. C'était theming, il me semble, hein. Ouais, c'est ça. Alors, ils donnaient la procédure, en fait, ils expliquaient comment faire. Voilà, là, ils disent bien de mettre les variables. Donc ça, c'est la doc de la V4, hein. Au-dessus de l'import, donc c'est ça n'a pas changé, hein, c'est aussi ce qu'on fait. Mais forcément, il y a tellement de variables qui ne peuvent pas tout détailler. Alors, ils le font un petit peu ici. Alors, par exemple, est-ce que j'ai ma variable grid column? Non, ils en parlent même pas. Ils parlent des couleurs. Après, une fois qu'on a compris comment changer les variables avec SAS, c'est surtout une histoire de connaissance de SAS, hein. Moi, je connais pas trop, je connais juste le système de variables et deux, trois petits trucs, c'est tout. Mais une fois qu'on a compris ça, on peut vraiment tout toucher. Le plus dur après, c'est de savoir retrouver ces variables et de les retrouver dans ce fichier variable. Ça pourrait être l'objet d'une vidéo, ça. Parce que c'est vraiment une grosse... C'est vraiment quelque chose d'important, ça.
Bon, déjà, on a fait le tour, je vous ai montré toutes les nouveautés, donc c'est déjà une bonne chose. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire s'il y a des choses que vous voulez que j'aborde, et à mettre des petits pouces aussi pour référencer la vidéo. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, peut-être sur Bootstrap, peut-être sur autre chose, on verra. Allez, salut tout le monde.